Je vais vous présenter Pauline Laffitte, donc, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art et contemporain à l'université de Limoges, docteur en histoire de l'art. Vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis, à la Villa Tati. Vos recherches portent sur les images politiques à l'époque moderne et sur l'imaginaire sonore du pouvoir à la Renaissance. Vous avez publié le collectif Vivre la bataille, point d'interrogation, en 2023, sur la guerre dans les arts du grand format, peinture, tapisserie, panorama, cinéma. Sur la suggestion, entre parenthèses silencieuse, du son dans l'image, vous avez réalisé le court-métrage Écho de la peinture, qu'on peut voir... Ouais, je peux vous donner le lien, si vous... le lien, vous l'avez est déjà dispo, je crois. Ouais, je crois que le lien, vous l'avez vu dans la newsletter. Votre projet actuel est la rédaction d'un manuel sur l'art du XVIe siècle pour les presses universitaires de Rennes, qui sera publié... quand j'aurai fini de l'écrire, donc pas tout de suite. Bientôt. Donc il sera bientôt, une fois que ça sera fini d'écrire, dans la bibliothèque. Peindre mémoire, donc ça, l'ouvrage Peindre mémoire, peindre pour la mémoire, est à la bibliothèque de l'école. Donc là, je pense qu'il y aura une question à poser, je pense tout à l'heure, peindre mémoire, peindre pour la mémoire, j'y vois deux. Peindre pour la nation et peindre la bataille du peintre. Donc, je vais laisser Pauline Laffitte commencer sa conférence. Néanmoins, je tenais à dire que donc, l'histoire fait le présent et que les enjeux de la peinture de cette époque ont des résonances avec nos enjeux contemporains. Vouloir faire peinture tout en devant satisfaire les exigences du commanditaire. La bataille n'est pas seulement le sujet représenté, mais aussi celle du peintre, avec la peinture, comme nous le démontre Léonard de Vinci dans son texte « Manière de figurer une bataille ». On va en parler. Ce texte est destiné aux artistes afin de leur faire comprendre que la bataille qu'ils vont devoir mener est la leur. Comment rendre compte, par la peinture, ce qui se joue avec les formes et les couleurs. C'est là que le peintre fera bataille, c'est par là qu'il aura à se battre pour rendre compte des forces de l'invisible, tirer du figuratif l'infigurable. Voilà. Merci Pauline, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci Alain pour votre invitation. Je suis très contente d'avoir traversé le campus pour vous parler à l'ENSAD, puisque d'habitude je parle dans le bâtiment d'en face, donc je suis très contente de vous rencontrer. Je sais que... je vais vous parler d'un sujet qui est à la fois du coup ancien, puisque je vais vous parler de peinture du 15e, 16e siècle, mais je pense que c'est un sujet qui a tout à fait des liens contemporains, puisque voilà, aujourd'hui, j'allais dire, je pense que la question des images de guerre, c'est une question qui nous interpelle tous, d'autant que depuis quelques années, la guerre est revenue encore plus proche en Europe, même si aujourd'hui les médiums sont davantage la question de la photographie ou du film. Et donc, ce que j'aimerais bien que vous pensiez, c'est que à la Renaissance, donc, il y a la peinture, et puis à un moment, il commence à y avoir la gravure aussi, qui est le médium d'actualité, disons. Et donc, c'est vraiment ces images anciennes qu'il faut réapprendre à regarder, et je pense qu'on a beaucoup de mal à regarder aujourd'hui. Et moi, donc, je vais vous parler là de ce sujet de la bataille, qui est le sujet de ma thèse, puisqu'en fait, au départ, c'est des images qui nous déroutent, les images de bataille de la Renaissance. Parce qu'en un sens, ça va être des images peut-être trop belles, trop idéalisées, d'une guerre glorifiée, et pas du tout d'une guerre dénoncée, évidemment. Ça, j'allais dire, c'est un enjeu, peut-être depuis Napoléon, en gros, de dénoncer massivement la guerre et ses horreurs. Donc là, c'est effectivement des images de guerre embellies, en un sens, ou de guerre traversée par l'art. Et là, c'est vraiment et c'est un thème fondamental qui va apparaître pour les artistes de la Renaissance. Je vais vous parler de beaucoup de peintres que vous connaissez déjà, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Tintoret par exemple. Donc on va passer à Rome, Florence et Venise généralement. Et je vais essayer, donc j'ai prévu 5 points, une introduction et 5 points pour la conférence, de faire un peu une traversée pour vous montrer les problématiques que pose la représentation d'une bataille et comment les artistes, évidemment c'est un enjeu politique pour les commanditaires, ceux qui demandent ces grandes peintures qui sont dans les palais des princes, des États, des grandes familles de l'Italie de la Renaissance. Donc c'est évidemment, c'est des scènes pour la mémoire politique,
ça a des enjeux concrets de gloire, de vertu. Et en même temps, c'est évidemment un enjeu artistique pour les artistes, vu la nouvelle conception de la peinture qui se met en place à la Renaissance. Alors, mon titre, c'était « Est-ce que la bataille en images à la Renaissance est une folie bestialissime ?» Alors, una pazzia bestialissima. En italien, ça sonne mieux. C'est une expression qu'utilise Léonard de Vinci dans un de ses textes, puisque Léonard de Vinci, vous savez qu'avant d'être peintre, il est ingénieur militaire, il construit des machines pour le duc de Milan, il essaye de fondre une grande statue de cheval de statue équestre comme les canonniers, eux, faisaient la fonte de canons pour la guerre à la Renaissance. Donc Léonard de Vinci, c'est quelqu'un de profondément impliqué dans les guerres de son temps. Et néanmoins, c'est aussi un peintre philosophe qui pense que la guerre est, dans le monde des humains et de la politique, le reflet d'une sorte de conflit cosmique du monde. Et donc, pour lui, effectivement, il y a cette espèce de chaîne de la violence, disons, qui se poursuit dans le monde. Et c'est pour ça que Léonard de Vinci est, j'allais dire, un des seuls qui crée une image de violence, parce que vous savez peut-être que Léonard de Vinci a failli faire une grande fresque de guerre, et ça, c'est le noyau, c'est le noyau de ce qu'il a dessiné, mais qu'il n'a jamais terminé. Et donc, ce qu'on voit, c'est 4 cavaliers qui se battent pour un étendard. Vous voyez ? Donc, ça s'appelle la bataille pour l'étendard. Et l'idée, c'est que ce combat-là, vous voyez, apparaît comme une sorte là, de déchaînement cosmique et d'imbrication de tous ces cavaliers dans une violence qui apparaît comme sauvage. Vous voyez, là, effectivement, il y a vraiment cette idée de sauvagerie qui hantait Léonard. Mais j'allais dire, en fait, alors, la traversée que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder donc si cette phrase de Léonard s'applique vraiment, peut se généraliser à la peinture de la Renaissance. Et donc, on va regarder ça. Je vais vous montrer quelques instants le texte qu'il a écrit, parce qu'il a donc écrit le fameux texte dont Alain parlait. Comment figurer une bataille ? Parce que Léonard pensait écrire un traité sur la peinture qu'il n'a jamais terminé, mais donc on a plein de fragments de ce traité. Dans un des textes, qui est beaucoup plus long que ce que je vais montrer, mais voilà, vous voyez qu'il commence de manière assez bizarre en disant « Montre d'abord la fumée de l'artillerie mêlée à l'air avec la poussière soulevée par le mouvement des chevaux et des combattants. » Vous voyez, ce texte, ça dit quand même, pour peindre une bataille, on peint un nuage de poussière, et donc, en fait, on ne voit rien. Déjà, vous voyez, pour un texte de théorie picturale, ça commence assez fort. Ensuite, bon, si tu représentes les chevaux, fais des petits nuages de fumée, retenez les choses parce qu'on va y revenir à la fin de la conférence. Des flèches monteront en tous sens, descendront, voleront en ligne droite, emplissant l'air. Les balles des escopetiers laisseront derrière elles un sillage de fumée. Tu feras les vainqueurs courants, tu feras un homme tomber avec sa glissade dans la poussière, un cheval traînera le corps de son maître mort, les vaincus seront pâles et défaits, les rides douloureuses, nanana, bon, vous avez compris, les mourants grinceront des dents, les prunelles révulsées. Il n'y aura pas un seul endroit plat où l'on ne découvre l'empreinte de pas sanglants. Donc vous voyez, là c'est vraiment ce texte sur le mélange des éléments, l'air, la fumée, la terre, la boue, le sang. C'est aussi un texte qui parle donc des expressions des vaincus et des vainqueurs, avec évidemment une opposition très forte entre eux. Et donc ce texte essaye de faire de la peinture l'équivalent de la grande poésie, celle des poèmes épiques, celle de l'épopée littéraire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je vous montre 4 images qui sont des images sur lesquelles on va revenir au cours de la conférence. Une scène de Raphaël au Vatican, une scène de Tintoret pour les Gonzague à Mantoue, une scène de Tintoret au Palais des Doges de Venise, toujours dans la même salle de Venise, la bataille de Lépante, la plus grande bataille navale du XVIe siècle. Alors, ma question maintenant va donc être, est-ce que ces scènes, après ce premier regard, vous apparaissent là aussi comme la mise en scène de cette folie bestialissime ou pas ? Ou est-ce que ce sont des scènes beaucoup plus ordonnées, peut-être beaucoup plus idéalisées, beaucoup plus rationalisées ? Et en effet, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, comme vous le montre un peu cette opposition entre 2 gravures symétriques,
c'est de vous montrer qu'à la Renaissance, il y a en parallèle deux phénomènes, la théorisation de l'art d'un côté et la théorisation de la guerre de l'autre côté. Et ma thèse, c'était un petit peu d'essayer de connecter les deux pour voir comment les transformations de la guerre interagissent avec celles de la peinture. Alors, ce qui est intéressant dans la gravure de gauche, la pratique des arts, c'est que vous voyez qu'en fait, ça, c'est une sorte de synthèse de comment les artistes de la Renaissance pensent la pédagogie artistique. Vous repérez au début qu'il y a des jeunes élèves, puis des adolescents plus grands en formation, et vous avez des graveurs, des sculpteurs, et à l'arrière, vous voyez le peintre, ici. Et vous voyez donc Pictura, la peinture, et l'emblème de l'art de la peinture qu'il est en train de pratiquer, c'est une grande scène de bataille. Donc, ce que ça veut quand même dire, cette scène, à travers cette sorte de spirale des élèves qui commencent par copier le squelette, copier le corps entier, puis mettre les corps en mouvement, c'est que la bataille devient, dans la théorie humaniste de la peinture, le sujet le plus compliqué qu'on peut peindre, puisque ça demande de faire des hommes multiples, des hommes en mouvement et des hommes dans des mouvements violents. Donc vous voyez à quel point, et peut-être vous savez déjà ça très bien, que la peinture du coup de bataille, elle arrive au sommet de la hiérarchie des genres qui commence à la Renaissance et qui qui vaut jusqu'à la Révolution au XIXe siècle, quoi, avant qu'on balaye toute cette hiérarchie des genres. Donc la bataille, c'est devenu un genre noble. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment dans cette théorie de la Renaissance que va s'élaborer, je vais en redire un mot tout à l'heure, que va s'élaborer cette idée que la bataille est un sujet où on démontre sa qualité artistique. Donc c'est vraiment un sujet pour les artistes, pour montrer leur talent. L'autre que je vous montre, même si je vais moins m'attarder, on ne fait pas un cours sur l'histoire de la guerre, c'est de vous montrer que à la Renaissance, vous voyez là, on crée une allégorie savante de la guerre, c'est-à-dire montrer que la guerre c'est un savoir. Et en fait, au Moyen-Âge, on ne pensait pas vraiment ça comme ça, même si voilà, il faisait la guerre bien sûr en y réfléchissant, mais là, vous voyez que c'est Minerve, la déesse du savoir, qui est au milieu d'une série d'attributs de la guerre, et vous voyez qu'évidemment, ce qui est nouveau, c'est les traités militaires. Traités militaires, traités de fortification, etc. Bon, je ne m'y arrête pas, mais bon, vous voyez, quand j'ai commencé ma thèse en histoire de la peinture, je ne pensais pas que j'allais devoir lire des traités militaires de la Renaissance, mais évidemment, en fait, c'est ça que j'ai dû faire pour comprendre aussi, vous allez voir, les peintures de bataille. Alors, bon, donc je vais vous faire une présentation en 5 points qui rappelle un peu les chapitres du livre, mais on va balayer ça beaucoup plus vite parce que pour essayer de garder le temps de cette conférence dans des limites raisonnables. Alors, mon premier point, justement, vous voyez, donc ça va être la question un petit peu de l'ordre et du chaos, comment les peintres tiennent une forme d'équilibre entre les deux. Alors, le premier point que je voudrais répéter, peut-être que c'est une évidence pour vous, je ne sais pas si ça vous paraît évident ou pas, c'est de rappeler la notion d'historia, qui est fondatrice pour la peinture de la Renaissance. Puisque vous savez qu'à partir du grand traité de l'humaniste Alberti en 1435, qui s'appelle donc le de la peinture, il définit dedans la notion du fait que la peinture doit raconter une histoire. Et il dit bien, raconter une histoire, ça veut dire que les personnages bougent dans la peinture, sont disposés, sont composés pour raconter un récit à travers leur corps. Et ça rompt déjà avec la conception de la peinture médiévale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit « Attention, raconter une histoire, ce n'est pas faire du tumulte, ce n'est pas s'agiter en désordre. » Donc il dit bien, quand vous faites un récit en peinture, tous les gestes des personnages sont calculés, sont pensés. Aucun personnage ne doit être un histrion qui fait n'importe quel mouvement, ce n'est pas composé des personnages qui s'agitent. Donc ça veut bien dire qu'en fait, mais vous voyez, c'est pour ça que la bataille est une sorte de sujet de crête, parce que comme c'est une action violente, ça veut dire quand même que les personnages doivent être extrêmes. Et donc si on fait que des personnages extrêmes, le risque de tomber dans une scène désordonnée où on crée juste du tumulte pour rien, pour ne rien raconter, est très grand. Donc c'est pour ça que c'est un sujet que les artistes investissent pour montrer qu'ils sont capables de rationaliser un récit. Et donc c'est ça que je vais vous montrer au début, c'est plutôt que la plupart des scènes de bataille de la Renaissance racontent un récit de bataille
c'est mouvementé, mais en réalité, c'est très rationalisé. Bon, évidemment, l'emblème de ça, c'est Paolo Uccello, que vous connaissez probablement, qui, à travers, vous voyez, ces batailles, et notamment, par exemple, l'organisation spatiale des lances et l'organisation de la perspective et la rationalisation avec laquelle il place les combattants, crée un récit très net, en 3 temps, les combattants arrêtés, le signal du capitaine, et ensuite toute une série de combattants qui partent à la charge de manière là extrêmement cadencée, saccadée. Vous voyez, il y a un récit parfaitement linéarisé entre les 3. Bon, Uccello, c'est vraiment la bataille quasiment, non pas rigidifiée, bon, vous voyez là, il n'y a pas encore les ennemis, mais c'est la bataille en tout cas décomposée. Alors, maintenant, vous voyez peut-être, Léonard, c'est là qu'on voit peut-être à quel point il est un emblème et une exception. Puisque le projet que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelait la bataille d'Anghiari, dont il avait commencé le début autour de la lutte pour l'étendard, devait être en face du projet de Michel-Ange sur la bataille de Cascina. Vous voyez que chacun avait fait un choix opposé. Léonard, c'était une bataille de chevaux, et Michel-Ange, une bataille des nus, une bataille des fantassins à pied. Évidemment, ce qui est remarquable dans les deux, vous voyez, c'est qu'en fait, Léonard déploie l'idée d'une folie guerrière, on pourrait dire, alors qu'effectivement, en fait, il s'agit de glorifier la République de Florence. Mais ce qu'il réalise quand même, c'est que justement, pour lui, c'est de montrer ce moment-là de bascule du combat où les 2 cavaliers de Florence vont s'emparer de l'étendard des Milanais. Et donc, vous voyez qu'en un sens, c'est le moment de bascule, en fait, c'est le moment du passage à la victoire. Donc, on a l'impression d'un chaos, mais c'est aussi un moment, en réalité, où il y a un emblème narratif qui donne une signification, j'allais dire, à la bataille. Là aussi, vous voyez, Michel-Ange, j'allais dire, c'est vraiment l'illustration absolue de l'historia que disait Alberti. C'est-à-dire des personnages en mouvement, mais évidemment, ce qui vous étonne, c'est que là, il n'y a pas de combat. Et on a l'impression que ce sont des personnages qui s'agitent en désordre. En réalité, non. Pourquoi ? Vous voyez bien que, en fait, ce que raconte la scène, qui, elle non plus, n'a pas été finie, c'est que les Pisans attaquent par les côtés. Et donc là, c'est les Florentins qui se mettent en ordre de bataille, qui se lèvent pour aller au combat. Donc en fait, vous avez toutes les étapes, des personnages détendus, couchés par terre, à des personnages qui, à la fin, sont prêts à se battre. Donc vous avez une sorte en fait de ronde où tous les personnages montrent les étapes de leur prise de conscience et de leur mobilisation et qui montrent leur appel à la vigilance et à la défense patriotique, on pourrait dire, de Florence. Donc vous voyez, j'allais dire, ces peintres-là, on leur demande de faire des scènes, une scène de bataille pour eux doit être très mouvementée, mais c'est une scène très mouvementée qui est orientée vers un but narratif et un but politique qui en fait est très clair. Alors, je disais, folie guerrière ou sens de l'histoire. Vous voyez qu'ici, avec Raphaël, pour le pape, c'est une scène encore beaucoup plus explicite, puisqu'elle représente ici l'empereur romain Constantin, qui est l'empereur qui fait basculer l'Empire romain du paganisme au christianisme. Et là, vous voyez qu'il a décidé, avec la croix, de se placer sous le signe chrétien. Et donc, c'est la bataille qu'il gagne, du point de vue du pape, grâce à l'aide divine. Donc, vous comprenez qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une bataille qui, ici, est chaotique, inspirée des sarcophages romains, mais ici, les anges de la Providence, en réalité, donnent la victoire irrationnelle, une victoire magique, on va dire, à Constantin, grâce à cette grande diagonale, vous voyez, où il terrasse les ennemis de manière complètement, j'allais dire, vous voyez, de manière absolue, alors qu'il ne les touche même pas. Vous voyez qu'il là, il y a une sorte de récit, d'une sorte de puissance providentielle qui intervient dans l'histoire. Donc vous voyez, violence du combat humain, mais ordre d'un récit qui intervient quand même. Ok, j'ai mis quelques détails. Parce que la fresque a été restaurée, donc vous voyez quand même, je crois qu'on en voit le résultat. Alors,
Je vous montre la bataille de Titien, qui, alors vous voyez, Léonard et Michel-Ange n'ont pas fini. Titien a fait une super bataille au Palais des Doges, elle a brûlé. Donc bon, on est un peu malheureux sur les premières batailles de la Renaissance, mais on a des copies et des gravures. Et on sait, vous voyez, que la bataille de Titien se caractérisait par une sorte de ronde du combat et une sorte de diagonale sur une falaise où tombent les ennemis morts et blessés. Donc vous voyez, avec un déchaînement, avec des personnages là très contorsionnés, extrêmement complexes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est là où nous, on a du mal au début à regarder ces images-là, c'est qu'on se dit, est-ce que la question, c'est le reflet de la violence de cette bataille-là au Moyen-Âge ? En réalité, la question là pour Titien, c'est plutôt comment démontrer qu'il est un peintre à la hauteur de Léonard, de Michel-Ange, de Raphaël. Et lui aussi fait des personnages les plus complexes. Bah, vous voyez, là, on a quand même, enfin, je veux dire, c'est comme aujourd'hui, mais on peut penser, c'est les mêmes mécanismes aujourd'hui dans le cinéma et dans les grands blockbusters où vous avez des scènes de bataille médiévales, fantasy, Seigneur des Anneaux ou autres et plus récents. Donc vous voyez que c'est vraiment montrer les duels, les vaincus, les blessures les plus spectaculaires à voir et qui montrent une meilleure maîtrise de l'anatomie, du mouvement, de l'instantanéité. Et donc vous voyez que ce personnage de Titien ici qui s'effondre sur son cheval, eh ben on le retrouve en Espagne, dans le palais de l'Escurial 50 ans après, parce que justement, ça apparaît tellement comme un personnage marquant, parce qu'il est original, parce qu'il est extrême, qu'on le réutilise. Donc vous voyez, malheureusement, j'allais dire, nous on voudrait peut-être avoir que les peintres nous parlent des violences des guerres anciennes, mais ils nous parlent surtout de comment montrer son talent artistique à la Renaissance. Alors, je passe à mon deuxième point. Les enjeux politiques des batailles, donc on a vu un peu le cadre artistique. Les enjeux politiques des batailles sont donc définis par les commanditaires, qui aucun peintre à la Renaissance ne fait une immense fresque tout seul, hein, c'est évidemment toujours une commande. Donc, la plupart du temps, ces scènes de bataille, elles s'inscrivent dans des grands salons de représentation, des salons où se passaient des réceptions, des audiences politiques, des salles de cérémonie. Et vous voyez que je vous ai mis plusieurs exemples. Donc, il y a beaucoup de palais italiens où on a des grands salons avec des scènes historiques et des scènes militaires. Et donc, ce qu'il est intéressant ici de voir, c'est peut-être que, justement, on ne va pas forcément montrer la bataille comme une folie bestialissime, parce qu'il s'agit, dans le fond, de montrer la vertu des personnages de la famille. C'est de montrer la gloire du grand-père à la bataille de trucs. Donc, vous voyez, c'est vraiment, à chaque fois, cette logique-là de célébration familiale qui intervient. Je vous montre un exemple assez parlant. Dans cette villa, alors c'est une villa à château, vous voyez, une villa fortifiée, qui est près de Padoue, dans le nord de l'Italie. Et il y a un commanditaire, en fait, quelqu'un d'assez peu important, mais qui avait visiblement une haute idée de lui-même et de sa famille, qui a fait faire une sorte de biographie imaginaire, parce que tout est romancé et très fantasmé, de ses ancêtres. Et vous voyez qu'au fond, on a bien un arbre généalogique, bon, fantasmé à nouveau, hein, de sa famille, et toutes les scènes des murs sont ensuite telle et telle bataille de chaque ancêtre sur plusieurs siècles. Donc évidemment, c'est des batailles recréées. Là, il n'y a pas du tout, de la part du peintre, de travail documentaire sur de textes pour savoir comment ça s'est passé, etc. C'est un travail d'imagination où le peintre doit présenter les ancêtres sous leur plus grande gloire. Alors, je vous montre d'ailleurs deux scènes qui sont originales. Vous voyez qu'ici, on a juste un portrait d'un ancêtre en armure. Vous repérez que son visage est un portrait idéalisé. Vous savez, un portrait qu'on appelle léonin. Vous voyez qu'il a des traits, j'allais dire, de lion, justement, parce que le lion est associé à l'imaginaire de la force. Donc, représenter ce chevalier avec ce portrait-là, c'est ce qu'on appelle la physiognomonie. Le visage reflète le caractère. Donc, ça veut dire que c'est un grand guerrier. Vous voyez qu'à la fin, ce qui compte, c'est de créer cette image idéalisée, comme le montre cette statue dorée, érigée en honneur d'un ancêtre. Alors, revenons aux batailles. Je vous montre d'autres exemples avant de revenir à cette villa précise. Vous voyez du coup que les scènes de bataille dans ces palais-là, en fait, elles sont très répétitives. Et ce sont des batailles, ça n'a pas été mes préférés, et c'est celles qui, en fait, sont toujours construites de la même façon. Avec le héros très visible, premier plan, centré,
ou alors de profil avec une vision extrêmement latéralisée et de mise en scène, et avec à chaque fois ce manque de combat et cette espèce de puissance magique du personnage familial. Donc vous voyez, c'est-à-dire, à peine son armée se présente-t-elle sur la gauche que les ennemis fuient sur la droite. Là, vous voyez, il intervient, l'autre personnage est transpercé de l'autre côté. Enfin, une sorte de radicalité des oppositions qui, en fait, n'est pas du tout, montre une violence extrême, mais à sens unique, on pourrait dire, qui est une violence qui glorifie le personnage familial. Donc j'allais dire là, c'est les décors les plus monolithiques, on pourrait dire les plus simples sur le plan idéologique. Alors, ce qui est quand même intéressant, comme vous le voyez ici, c'est que la question à la Renaissance, c'est que les princes, au Moyen-Âge, étaient des chevaliers. Donc ils se battaient eux-mêmes au sein de la bataille et de leurs troupes. Ici, comme on le voit avec ici François Gonzague qui est là, vous voyez qu'ici, il est présenté comme celui qui donne les ordres, mais plus celui qui va combattre immédiatement. Donc vous voyez qu'en fait, j'allais dire, le geste du prince va devenir plutôt maintenant un geste de la main qui va donner lieu à cet élan militaire de l'ensemble des troupes, mais pas comme un geste de guerre individuel. Alors je voulais vous montrer cette scène-là parce qu'elle est assez intéressante sur la question de la violence. Il y a un autre traité sur l'art d'un théoricien moins connu, peintre de Milan, qui s'appelle Lomazzo, vers 1580, qui dit dans les palais privés, il faut faire des scènes de bataille très sanglantes. Et je vous avoue qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi ça doit être très sanglant ? Et en fait, ce qu'il veut dire par là, donc là je vous montre, vous voyez cet exemple, le personnage de la famille a son épée rougie, il a le sang qui coule de son casque, son cheval est percé d'une lance. Donc là, voilà, il y a une scène de mort du personnage de la famille, mais cette scène est très sanglante pour montrer qu'il est justement un excellent chevalier. En fait, là, il est défait, c'est lui qui est en position de vaincu, mais il s'est battu jusqu'au bout, et avec la plus grande vertu et violence. Donc parfois il est vainqueur, tant mieux, même s'il est vaincu, c'est une manière de remplir son essence, il a été fidèle à ce qu'il doit être socialement, il a été un combattant complet jusqu'au bout de la vertu et de la vaillance. Donc c'est ça qui est intéressant, vous voyez que là il y a une valeur sociale de la guerre, parce que c'est des familles, on va dire, avec une idéologie chevaleresque, et donc il faut être un combattant jusqu'à sa plus extrême, jusqu'au sacrifice éventuellement que ça peut comporter. Autre contexte, et vous allez voir que ça va donner des batailles très différentes. J'ai essayé de faire des divisions comme ça, qui montraient quand même des groupes de thématiques et des groupes politiques. Et ici, je vous emmène, si vous connaissez peut-être ces salles-là, à Florence, dans la grande salle du Palazzo Vecchio. C'est là que Léonard devait peindre sa bataille, et Michel-Ange, mais c'était quand c'était une république. Après, les Médicis reviennent à Florence, et donc Florence devient une principauté. Donc là, on est dans le duché de Florence, et là, on est dans la République de Venise, au Palais des Doges. Donc il y a l'estrade du Doge, ici, au bout. Dans ces deux salles, à la fin du XVIe siècle, vous voyez que sont faits des énormes décors qui vont comporter des dizaines et des dizaines de scènes de bataille de l'histoire de Florence ou de l'histoire de Venise. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas du tout la même idéologie chevaleresque qui apparaît que ce que je vous ai dit avant, puisque, justement, c'est des décors qui parlent d'un État, qui parlent d'un groupe politique et pas juste d'une famille précise. Donc vous voyez que c'est des scènes qui vont être beaucoup moins proches d'un héros individuel, qui vont montrer une sorte d'héroïsme collectif. Et alors ce que j'ai mis ici en titre, vous voyez, c'est que ce qui va moins compter, là, ça ne va pas être de démontrer un désordre de la bataille, mais ça va être de montrer la puissance militaire de l'État. Et donc ça va devenir des batailles beaucoup plus logistiques et des batailles beaucoup plus organisées. Alors je vous montre ça, juste pour vous montrer un peu la salle, parce qu'au Palais des Doges, il y a deux salles faites en même temps, donc ça c'est la deuxième salle. Alors,
Ce qui est intéressant dans ces deux salles, c'est qu'il y a des emblèmes dans les plafonds qui nous montrent qu'ils vont valoriser une guerre théorisée par les traités de l'époque. C'est un peu, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la Renaissance, on écrit des traités, et vous voyez là que Côme de Médicis, donc le duc de Florence, il est représenté en train de, avec un compas, de préparer l'attaque contre Sienne. Vous voyez qu'il y a une maquette de la ville de Sienne, il a un plan des fortifications et il a un compas. Et il a lâché son armure et son casque qui sont au pied. Donc c'est-à-dire maintenant, on a un prince stratège qui sait concevoir la guerre, mais qui ne va pas se battre lui-même. Et là, vous avez à Florence deux allégories, la guerre maritime et la guerre terrestre, qui nous montrent bien que ce que va montrer le décor, c'est que Venise sait se déployer dans la guerre sur terre et dans la guerre sur mer. Et vous allez voir ce que ça donne maintenant dans les scènes de bataille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un texte de l'époque qui nous raconte les peintures qui sont prévues dans la salle de Venise. Et ce que nous dit cette source, c'est que ce peintre, quand ils ont fait la prise de Constantinople, donc c'est une bataille en 1204, Venise et les croisés ont conquis Constantinople, c'est qu'on a dû demander au peintre de le refaire parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux. Donc vous voyez là le problème. Ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas assez de bateaux, ça veut dire que l'armée vénitienne n'a pas l'air assez puissante. Il faut que la scène impressionne par le nombre de galères, le nombre de combattants qui sont présentés à l'assaut de la ville immense de Constantinople. Donc vous voyez l'enjeu, ça veut dire qu'il va falloir montrer la capacité matérielle et la capacité humaine de la guerre des Vénitiens à présenter des armées complètes, intenses, bien préparées. Un truc qui m'a amusé et que j'ai découvert dans ma thèse, c'est qu'il y avait des petits compartiments de décoration au plafond, et vous voyez que là, les armes sont bien rangées. Vous savez, souvent, il y a des décorations, c'est des trophées, où on mélange des armes tout ensemble. Là, vous voyez qu'il y a les casques, les grenades et des sortes de petits fusils, de sortes de bâtons à feu, ici des cuirasses, et ici des arquebuses et des instruments de musique. Et vous voyez qu'en fait, ça, c'est bien rangé par catégorie, et donc c'est bien rangé comme dans un arsenal. Venise, vous le savez peut-être, est caractérisée par son immense arsenal des galères, et donc en un sens, ces petites décorations du plafond, qui ne sont pas très intéressantes, puisque vous voyez, c'est des monochromes, par rapport aux grandes peintures, on ne les regarde même pas, mais en réalité, ça veut quand même dire nos batailles s'appuient sur la puissance logistique de l'arsenal, qui est un lieu secret que personne ne peut visiter, évidemment, et auquel tous les espions politiques de l'époque essayaient d'accéder. Ce qui est intéressant à Venise, vous voyez, c'est qu'il y a aussi des scènes qui sont assez originales, qui sont des scènes de ruse. Et ça, vous voyez, j'ai montré qu'en fait, c'était le fait de gagner par ruse, ça montre que les capitaines sont malins et qu'ils ont lu, en fait, les stratèges grecs et latins. Et donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de... Enfin, je vous épargne les détails, je ne vous raconte pas tout, mais l'idée même de montrer des scènes de ruse est une manière de montrer que la compétence des chefs vénitiens est tout à fait supérieure. Alors, cette fois-ci, on passe à Florence, dans la salle que je vous ai montrée sur la gauche de l'écran tout à l'heure. Et alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a les deux grands murs, et sur chaque mur, il y a 3 batailles. Et là, il y a une guerre vers 1500, et là, il y a une guerre vers 1550. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'ils ont fait exprès pour que les deux murs soient des miroirs, un petit peu, même s'il y a 50 ans d'écart entre les deux guerres, qu'il y ait face à face 2 sièges, 2 batailles le long de la mer et 2 batailles de plein champ, des batailles terrestres. Donc vous voyez qu'en fait, l'idée à travers ces miroirs entre les scènes face à face, c'est de montrer que l'État florentin peut gérer aussi, quelque part, que ses armées sont vainqueurs dans les 3 types de guerres possibles. Donc ça fait une sorte de petit traité de guerre, disons. Si je simplifie un peu, ça veut dire que la salle montre que Florence est performante dans toutes ces catégories. Là, vous voyez, on regardait les 2 parois. Maintenant, regardons ici. Vous voyez le plafond, il y a des compartiments peints sur bois
beaucoup plus verticaux. Et là, vous voyez le peintre Vasari, celui qui a écrit les premières vies des artistes, que vous avez sûrement croisé à un moment. Vous voyez que devant chaque scène, il fait un personnage en grand. Et là aussi, vous voyez qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui s'occupe d'un canon, un cavalier, un personnage à pied, un personnage avec une pique, etc. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il y a un échantillon de tous les types de combattants qu'on trouve à la Renaissance. Donc, vous voyez là aussi une forme d'encyclopédie, on pourrait dire, de la guerre, qui montre que les armées florentines sont composées de tous les personnels qu'on peut attendre à la Renaissance. Alors, je vous en montre une des 6 qu'on a vues tout à l'instant. Et alors là, justement, est-ce que c'est une bataille, selon vous, ordonnée ou désordonnée? Très ordonnée, non? Au point que beaucoup de gens, beaucoup de critiques et d'historiens d'art disaient « Vasari est un très mauvais peintre de bataille ». Parce que justement, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est rigide, et vous voyez bien à l'arrière toutes ces lignes de combattants placées en petites cohortes et colonnes très bien ordonnées. Et en effet, alors une de mes conclusions suite aux comparaisons avec les traités de guerre, c'était de dire qu'évidemment, là, vous voyez bien que Vasari, là, il n'obéit pas aux préceptes d'Alberti et de Léonard qui disaient « dans une bataille, il faut que ce soit extrême, il faut que les gens soient déchaînés, il faut que tout le monde soit sans dessus-dessous ». Donc ça, non. Mais à quoi obéit Vasari? Vasari, il obéit à ça. Parce que, à la Renaissance, Machiavel, par exemple, qui a écrit aussi un traité de guerre, dit « dans les armées modernes, il faut bien ranger les combattants à pied, puisqu'il y a moins de cavaliers et plus de personnes à pied avec des piques, il faut bien les ranger en colonne, et c'est comme ça que cette guerre est efficace. » Donc en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que Vasari, là, dans cette scène-là, il cherche à montrer que l'armée florentine est moderne. C'est une armée moderne, c'est une armée bien rangée. C'est une armée qui combat comme un seul homme, mais du coup, en peinture, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. Mais militairement, culturellement, c'est une armée à jour pour le duc de Florence. Donc c'est une manière quand même de valoriser son armée. Vous voyez que ce qui est intéressant, autre point, on a l'habitude, donc Léonard, etc., c'était des cavaliers notamment qui étaient beaucoup représentés. Et vous voyez qu'apparaissent à la Renaissance les armes à feu. Or, dans une arme à feu, vous voyez que j'allais dire une arme blanche, ça permet de faire des combattants qui lèvent le bras, qui sont en extension, qui ont un corps parlant, qui ont un corps très efficace à regarder. Quand on doit tirer à l'arquebuse, déjà il y a 50 manipulations à faire pour mettre à feu la mèche avec la poudre, et déjà à la moitié ça leur explosait au visage. Bon, parce qu'au début c'était assez artisanal. Donc, et vous voyez que les traités de guerre qui montrent comment se servir de son arme, parce que voilà, au début du XVIIe siècle, on fait ce genre de petits traités illustrés comment se servir de son arquebuse, et bien vous voyez que Vasari est obligé aussi de faire ce combattant-là, et ces combattants, du coup, ils sont resserrés sur eux-mêmes, et c'est des gestes beaucoup moins spectaculaires. Donc là aussi, ça contredit un petit peu ce que veut la peinture, que les gestes soient beaucoup plus explicites et beaucoup plus rhétoriques. Et en effet, d'ailleurs, à l'époque, vous savez que tirer à l'arquebuse, c'est vu comme une forme de guerre, un peu une forme de guerre inférieure, puisqu'on n'a pas besoin d'être un bon combattant, n'importe qui peut tirer. Voilà, donc voilà, bon, c'est une nouvelle culture de la guerre qui arrive. Alors, on avance pour faire les 2 derniers points. Je voulais quand même vous parler d'une bataille navale, qui est une des scènes les plus incroyables de la peinture, puisque la bataille de Lépante, donc, qui a lieu entre toute une flotte d'États chrétiens, Gênes, le pape, l'Espagne, Venise, à gauche, et les troupes du sultan turc à droite, c'est une bataille qui a été donc menée au large de la Grèce et qui avait 100 000 combattants sur 300 galères de chaque côté. En fait, c'est inimaginable. Vous voyez, dans notre tête, je veux dire, ça ne se représente même pas. Donc, donc c'est des galères à rames, on est bien d'accord, donc il y a des rameurs dans chaque galère, et tout ça se bat sur 10 km de long. L'ordre de bataille se répand sur 10 km de long. Donc vous imaginez, en fait, c'est un événement d'une taille gigantesque, qui à l'époque fait donc l'objet de feuilles volantes
Je ne sais pas si vous avez remarqué parce que c'est discret, mais vous voyez que dans cette carte, vous voyez que c'est une feuille enroulée ici. Ça nous montre bien qu'en fait, ça, c'est comme ça que circulaient les nouvelles à l'époque. C'est des gravures faites d'après des témoignages qui informaient, qui était le proto-journalisme du XVIe siècle. Et donc, vous voyez que, bon là c'est un autre combat, mais vous voyez, c'est ce genre de gravure qui circulait pour les batailles contemporaines. Et juste, je vous ai mis ces deux gravures qui sont un peu plus tardives pour vous montrer que ça veut dire que ces gravures, elles étaient vendues par des vendeurs ambulants. Elles circulaient auprès des princes, mais aussi dans les villes et dans les campagnes de la Renaissance. Et du coup, là, vous voyez tous ces personnages qui sont en train d'attendre le courrier, celui qui arrive avec les nouvelles militaires et avec ces gravures d'actualité. Donc c'est l'idée, vous voyez, de l'impatience de connaître le présent, de connaître l'actualité. Déjà, j'allais dire, imaginez bien que le terme d'actualité, pour nous, c'est évident l'actualité, parce que nous, tout se joue en une seconde à l'autre bout du globe. On peut tout savoir en instantané. Au Moyen-Âge, ça veut dire quoi, le sentiment de l'actualité ? Vous voyez, là, on est en 1570, les moyens technologiques et la circulation des images et des textes font qu'on commence à avoir l'idée de l'actualité. Bon, vous voyez, la bataille à Venise, ils sont prévenus 3 semaines après, c'est hyper rapide. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les peintres, on va justement là leur demander d'utiliser toutes ces gravures que je viens de vous présenter. Vasari, le pape, Vasari peint ça pour le pape, et on lui dit, tu vas comparer toutes les gravures qui existent pour avoir le maximum d'informations et mettre le maximum d'informations dans ta fresque de Lépante. Et vous voyez qu'il présente les armées face à face et ensuite le combat. Et ce qui est intéressant, je l'ai mis en titre, vous avez peut-être vu, Vasari dit « c'est le plus grand fouillis que j'ai jamais peint ». Et c'est lui qui venait de faire toutes les scènes de bataille que je vous ai montrées avant, là, les 6 terrestres, maritimes et les sièges. Donc vous voyez, il dit vraiment que là, il est à un niveau de documentation incroyable. En plus, il rencontre ceux qui y étaient, il a des témoignages oraux, il y a des dizaines de textes qui circulent. Donc Vasari est saturé d'informations. Et vous voyez qu'à la fin, il essaye d'ordonner les choses, justement en s'inspirant de toutes ces gravures qui fantasmaient un petit peu la liste des combattants et l'ordre de bataille. Alors, vous voyez une des citations qu'il dit, parce qu'on a les lettres qu'il écrivait pendant qu'il a fait ça, et il dit « J'ai fait cette 3e scène, mais c'est vraiment laborieux ». Donc vous voyez, je trouve ça très intéressant qu'il dise ça. C'est laborieux parce qu'il est obligé de documenter et d'insérer tout ce qu'on lui a demandé de préciser. Et à la fin, quand même, ce qu'il dit, c'est « je me perds souvent ». Donc vous voyez, j'allais dire, un peintre perdu dans sa propre fresque. Je trouve ça assez intéressant. Ça nous prouve bien à quel point cette bataille-là, vous voyez, il s'oblige à tout peindre. Regardez les cordages qui sortent de chaque mât. Vous voyez, il aurait pu simplifier, il aurait pu s'épargner peut-être tous les détails matériels des bateaux. Non, il a essayé de tout peindre parce que les spectateurs voulaient reconnaître et voir Lépante comme s'ils y avaient été, tellement ils avaient lu des textes, vu les gravures, etc. Donc là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les batailles qu'on a vues tout à l'heure, c'est vraiment une bataille beaucoup plus documentaire, beaucoup plus historique, historienne. Le peintre peut beaucoup moins faire ce qu'il veut, là c'est clairement appuyé sur beaucoup de documentation. Alors, je termine par un petit point, mais je passe à... Bon, il y a évidemment là, pour la question de la violence qui nous intéressait, l'idée d'une violence sacrée, puisque pour les chrétiens, évidemment, cette victoire contre les Ottomans, pour eux, c'est une victoire avec l'aide divine, bien sûr. Et donc, vous voyez dans le ciel, le Christ et tous les saints patrons des pays qui se sont alliés dans la Ligue, qui ont l'air de se battre à côté des combattants. Et vous repérez, et ça c'est un détail assez intéressant, vous repérez ici ce Turc avec un turban noyé dans la mer, et vous voyez que là, c'est la seule blessure par balle que j'ai repérée dans toutes mes scènes de bataille du XVIe siècle. Parce que je pense que la guerre avec des armes à feu, c'est récent, et comme c'est vu comme des armes indignes, souvent, on représente... je n'ai aucune scène de visibilité de blessure par balle. Et vous voyez, donc je me demande si c'est parce qu'il y a cette haine religieuse là qui s'exprime dans cette scène-là qu'on montre une telle blessure contre un ennemi. Alors, je vais commenter plus vite celle-là,
Mais j'ai fait un autre petit film sur celle-ci, donc si ça vous intéresse, je vous fais il y a 20 minutes de commentaires pour plonger dans cette fresque, dans ce tableau qui fait quand même 14 mètres sur 5. J'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est hallucinant. Et donc, cette scène, c'est toujours les pentes, mais vue du point de vue vénitien. Et évidemment, pour montrer à quel point les Vénitiens sont ceux qui ont gagné la bataille, évidemment. Donc là, vous voyez les Turcs qui sont à gauche. Le navire du chef vénitien est rouge en diagonale à droite, donc évidemment on ne voit que lui. Et vous repérez que j'ai entouré ça, parce que là vous voyez le mât de la galère des Turcs, et en fait vous voyez ici quelqu'un qui avance avec un étendard, et ce que les récits de la bataille nous disent, c'est que là en fait ça nous montre le moment où les chrétiens envahissent la galère du chef turc, qui sera ensuite tué. Donc vous voyez, c'est là aussi le moment de bascule. Les chrétiens sont en train de gagner la bataille et on a bien l'impression que c'est les Vénitiens qui ont tout à leur crédit. Alors, bon, vous avez ici le chef vénitien, j'insiste pas. Toute la bataille est décomposée, je résume, mais donc là vous voyez, ce qui est incroyable, je vais vous le commenter dans un instant, vous repérez que chaque bateau a des petites armoiries là. Et donc ce qui est incroyable, vous voyez, c'est qu'on a l'impression que c'est un désordre absolu, mais en réalité, chaque bateau est nommé, et en fait, on sait très bien qui c'est. Ce sont effectivement toute une série de nobles vénitiens qui dirigeaient des galères, et donc en fait, on sait très bien que lui, il est mort, on le sait dans les chroniques vénitiennes. Donc vous voyez que ce tableau, on a l'impression d'un panorama épique et complètement qui nous tétanise tellement on est submergé d'informations et de détails, et en réalité, tout est référencé par rapport à des textes de l'époque. Donc imaginez les Vénitiens qui parlaient de ça, et pour eux c'était les familles nobles de leur père, qui étaient père P-A-I-R-S, de leur communauté qui avait combattu à l'épante. Bon, violence hyperbolique contre les Turcs, évidemment. Okay. Alors, le dernier point, pour finir, c'est pour vous montrer quand même ce tableau, je pense, extraordinaire. C'est pour ça que j'ai essayé de le choisir pour la couverture du livre. C'est un tableau de Tintoret qui est dans la même salle et à côté de la bataille de l'Épante qu'on vient de voir. Donc, c'est une bataille médiévale, mais clairement, là, Tintoret n'a aucune information sur comment ça s'est passé. Donc là, c'est de l'invention pure. Et ce qui est très intéressant, c'est que Tintoret va là aussi, puisque c'est la bataille pour célébrer Venise, faire tous les types de combattants. Des cavaliers, des fantassins, des archers, des arbalétriers, un canon, ici un canon un peu bizarre, une sorte de roue de bateau, des cavaliers, des canons, des bateaux qui débarquent. Et ici, peut-être une des seules fois où on voit une attaque d'échelle qui sont en train d'être renversées. Donc vous voyez ici en mode vraiment extrêmement spectaculaire. Et ce qui m'intéresse ici, c'est comme vous le voyez que Tintoret ne représente jamais des combattants face à face. Vous voyez, il n'y a pas de duel là. Il n'y a pas d'enchevêtrement entre les ennemis les uns contre les autres. Il n'y a que des personnages qui se battent par des grands gestes. Et notamment, vous voyez à quel point ici on a les flèches et les armes qu'on appelle les armes de trait, donc c'est-à-dire les armes de jet, donc les armes qu'on projette, qui sont favorisées. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Regardez quand même cette partie haute qui me paraît vraiment très originale et très remarquable. Eh bien, c'est que Tintoret commence une vraie révolution qui va apparaître au XVIIe siècle après dans la manière de peindre une bataille. C'est que non seulement on va montrer les gestes des combattants comme violence, des bras levés, des personnages qui se percent, etc., mais c'est qu'il va y avoir un transfert de la violence des combattants à la violence du geste pictural lui-même. Puisque vous voyez que là, lui, il peint des flèches, mais c'est comme si il faisait bien une sorte des sortes de traits qui vont saccader toute la représentation. Et vous savez que Tintoret, il est connu pour ce qu'on appelle en italien sa prestezza, donc sa vitesse, son fait de peindre de manière inachevée, de laisser avec le geste visible du pigment sur la toile. Et donc ici, vous voyez que ces flèches, c'est un peu le début
de cette peinture qu'on va appeler tumultueuse de la bataille, parce qu'au XVIIe siècle, en fait, on va faire beaucoup de peintures où, dans la bataille, on veut des amas, justement, de matière. On veut que la peinture imite la poussière, le dégât de la bataille, à travers sa matérialité picturale. Et là, vous voyez, Tintoret commence un petit peu ça, même si lui, là, il utilise les flèches comme une sorte de vecteur pour introduire cette sorte de violence picturale qui doit caractériser particulièrement la scène de bataille. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va après caractériser la peinture. Et donc voilà, je m'arrête là et je vous remercie et n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, sur la partie documentaire de Vasari, là, qui lui a des documents, qui se fige sur les documents, donc qui l'empêche la fantaisie. Et puis de l'autre côté, après, il y a de la fantaisie. Et après, je crois qu'on en a discuté ensemble, parce que sur Giulio Romano, par exemple, j'ai l'impression qu'il reprend quand même les couleurs de Michel-Ange, parce qu'il y a des couleurs comme ça, très écrues. Comme ça. Bon, moi, ça me faisait penser, on en a parlé un peu au téléphone, mais c'est vrai que ça me faisait penser un petit peu à Marvel, quoi. Quand même, il y a du super-héros. Oui. Parce que enfin, chez Léonard, on voit bien les traits des visages prononcés pour démontrer l'expression, mais ça rejoint ce que tu disais sur aussi Tintoret avec le jet des flèches. Il y a l'idée aussi comme ça de démontrer l'expression par la peinture et d'arriver à négocier avec ce qui doit faire document, quoi, en fait. Oui. Il y a toujours en fait oui, selon les contextes, en fait, on sait plus ou moins quelles étaient leurs contraintes, quels étaient les documents qu'on leur a transmis. Et par exemple, effectivement, Léonard, même quand il fait sa ronde là des sauvages des chevaux, on sait qu'on lui avait donné des chroniques médiévales qui racontaient la bataille, mais en fait, il va bien au-delà. Voilà. Alors que c'est vrai que dans le cas de Lépante, il reste beaucoup plus proche. Après, quand tu disais que ça ressemblait à Marvel, je pense qu'en fait, il faut effectivement que faut pas qu'on soit naïf aujourd'hui. Je pense que beaucoup des procédés qu'utilise le cinéma contemporain, certains sont des procédés visuels, d'héroïsation, de spectacularisation, qu'on trouve déjà dans la peinture beaucoup plus ancienne. Hein. Donc, en fait, beaucoup de ces procédés peuvent être mis en écho, je pense. Voilà. Ouais. Ah oui, ouais. Quelqu'un a une question? Alors, j'en avais vu d'autres parce que c'était il y a une image où il y a la poudrière qui est dans le dos. Oui. Ah oui, très bonne. Mais qui est attachée. Très bon, exactement. J'ai pas insisté là-dessus, mais c'est une super remarque. Effectivement, vous vous souvenez quand je vous ai montré l'arquebusier là qui commence à tirer avec son arme à feu? En fait, j'ai essayé de comparer les deux, et vous voyez qu'en fait, Vasari, je vous ai dit qu'il a bien compris qu'il ne peut pas faire un arquebusier aussi spectaculaire qu'un piquier ou que quelqu'un avec une épée. Mais vous voyez qu'il refuse, en fait, pour tirer à l'arquebuse, il faut être très stable sur ses pieds, parce que le recul de l'arme vous fait bouger. Donc, évidemment, vous voyez qu'en fait, celui-là, il est en train de tirer alors qu'il est en train de courir. Vous voyez qu'il est en flexion, etc. Donc, en fait, Vasari romantise la manière dont le geste doit être fait. Là, il lui donne beaucoup plus de dynamisme que ce qu'il est censé avoir, et justement, cette grande écharpe rouge qui barre le dos jaune du personnage donne de la dynamique. Et évidemment, vous voyez que c'est là que ça crée des absurdités, puisque ça c'est sa poire à poudre, donc c'est là où il a la poudre pour recharger l'arme. Et vous voyez que celui derrière, il est en train de vider sa poire à poudre dans le canon de l'arme qui est au sol. Donc vous voyez qu'en fait, l'arquebuse, c'est hyper laborieux comme processus pour la recharger et la mettre à feu. Et donc ici, là, il a mis clairement cette écharpe pour créer de la dramatisation physique du personnage, mais ça crée quelque chose d'absurde puisqu'il ne peut même pas accéder à sa poire à poudre, alors que normalement, effectivement, il faudrait qu'il gagne un peu du temps entre chaque tir. Donc évidemment, c'est pas du tout vraisemblable, mais c'est de la peinture, donc c'est de la peinture qui transcrit cette impression de dynamisme qui doit exprimer l'héroïsme dans la peinture un peu classique de la Renaissance, quoi.
Au début, il y avait la référence à un nuage de poussière. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé une image, quelqu'un a peint une bataille en nuage de poussière avec des flèches au-dessus? C'est juste par curiosité. Eh ben, j'allais dire celle de Tintoret, c'est la plus proche de ça, c'est-à-dire le nuage de flèches quand même qui traverse l'image, hein, qui permet quand même sa lisibilité, mais qui est vraiment, je pense que, alors que on ne rapproche pas particulièrement Tintoret de Léonard, mais dans cette pensée cosmique un peu de la peinture qui doit être animée d'une sorte de force interne, là il y a un rapport entre Léonard et Tintoret. Et en effet, par contre, le seul point que j'ai trouvé, c'est dans un roman du romancier italien Italo Calvino. Italo Calvino, mais qui est très parodique, qui est très comique, il décrit une bataille comme un nuage de gens qui toussent, parce que du coup il imagine les combattants tous étouffés par la poussière, donc pour lui une bataille ça fait comme bruit des gars qui hurlent des insultes tout en s'étouffant. Donc voilà, ça c'est le point le plus extrême, mais sinon au XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle la bataille tumultueuse, le genre de la bataille, là effectivement on voit des nappes de fumée, voilà, mais ce n'est pas non plus une... sinon. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, en fait, Léonard utilise le motif du nuage, à la fois parce que pour lui, c'est réaliste, et bien sûr, en fait, c'est réaliste. Dans une bataille, vous avez la poussière soulevée par des dizaines de centaines de combattants, donc oui, en fait, il y a cette question atmosphérique de la bataille. Sauf que Léonard, en fait, ce que vous savez peut-être ou pas, c'est que le nuage, c'est un motif de l'imagination. Donc en fait là, et lui c'est un texte là qui est écrit, donc c'est un texte qui doit nous servir à imaginer une image qui n'existe pas dans notre esprit. Donc en fait ce nuage, c'est une sorte là de motif qui embraye sur l'idée de l'imagination, de la vision, et donc en fait là Léonard fait le poète pour montrer que les peintres sont meilleurs poètes que les poètes. Voilà, c'est un texte super compliqué, c'est un texte qui est fascinant, parce que justement, il y a toutes ces couches de rivalité, peinture, poésie qui interviennent. Et en fait, dire qu'une bataille, c'est un nuage, c'est quand même aussi dire que les poètes ne peuvent rien expliquer d'une bataille, que c'est forcément le peintre. Mais en même temps, ça voudrait dire que le peintre ne peut rien en montrer. Donc, voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est un texte très paradoxal. Non, c'est un texte qui est à la fois très beau, très limpide, et en même temps, qui condense en fait toutes les idées mentales de Léonard. Donc c'est un texte très imbriqué, où il y a plein d'enjeux qui se croisent. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste des instructions, en fait. C'est un texte qui est un peu sa philosophie de la guerre et de la peinture mélangée. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Ça me fait penser à la peinture de Géricault, aussi qui, lui, évoque, avec le cavalier qui tend la bataille, il me semble, qui évoque la guerre par la fumée et par en fait quelque chose qu'on ne voit plus du tout, et on voit que le cavalier qui quitte la guerre. Et donc ça revient sur Léonard de Vinci qui parlait qu'il fallait représenter la guerre comme de la poussière. Et ça me fait aussi penser à tout un tas d'autres représentations plus tard, par exemple avec Turner qui représente la guerre juste par une ville qui brûle au loin de l'eau, par exemple. Voilà. Eh ben, c'est très intéressant parce qu'en fait, justement, là, je pense que ce que vous pointez bien, c'est qu'en fait, à partir du romantisme, justement, en fait, le romantisme va être très intéressé par le texte de Léonard parce que, justement, le romantisme dit que la bataille, on n'y comprend rien et que la bataille, on ne peut pas la montrer. Et vous connaissez sûrement cet extrait célèbre dans le début de Stendhal de La Chartreuse de Parme. Il y a le héros Fabrice del Dongo qui est pris dans la bataille de Waterloo et qui en fait est un petit homme perdu au milieu de l'immensité et qui dit « moi je sais pas, je comprends rien, j'ai rien compris à la bataille de Waterloo ». Et alors qu'il était dedans. Et ça c'est vraiment incroyable. Et donc justement là c'est vraiment une nouvelle posture romantique qui montre déjà le caractère minuscule de l'homme au sein de l'immensité de la bataille. Et pareil, dans Les Misérables, il y a Waterloo raconté par Victor Hugo. Là aussi, c'est une vision... le romantisme accepte de montrer que la bataille est une sorte d'absolu dans lequel le point de vue individuel ne suffit pas. Alors que c'est vrai qu'en fait, la Renaissance est très autoritaire en un sens, en disant « le peintre met de l'ordre dans l'action pour nous la faire comprendre ». Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour les peintres de la Renaissance, l'histoire a toujours une sorte de morale. Voilà. Léonard, Michel-Ange veut montrer que
les Florentins se sont vigilants, sont engagés pour leur État. Donc c'est ça la morale. La morale de Raphaël, c'est Dieu a fait vaincre Constantin sur le pont face aux ennemis. Donc vous voyez, il y a une morale qui guide le récit, même si le récit est très agité. Ce récit est toujours subordonné à cette idée. Mais cette idée, on a l'impression peut-être qu'on ne la voit pas au début, mais en réalité, la composition est conçue pour qu'on arrive à cette idée, à cette interprétation. Parce que les gestes sont toujours à interpréter. Donc c'est vraiment ça la spécificité. Et effectivement, les scènes de bataille, après, beaucoup plus floues, elles apportent une autre forme de grandeur, qui n'est pas une grandeur liée à l'homme et au combattant, mais une grandeur supérieure peut-être. Et ça me fait aussi penser aussi à l'opposition beau et sublime, avec le beau qui est ordonné et le sublime qui nous dépasse et qui nous détruit. Exactement. Et ça fait un peu un parallèle avec les deux notions, c'est hyper intéressant. Voilà. Merci Merci beaucoup. à vous. C'était très très bien. Merci.